Sois le bienvenu dans Le pouvoir de Rez. La descente aux enfers, saison 2, d'après le roman disponible sur Amazon. Alors, pour notre deep dive d'aujourd'hui, on va démarrer avec une citation qui, je trouve, résume parfaitement le propos. Il faut savoir plier pour ne jamais rompre. C'est vraiment le fil rouge d'un texte qu'on a pu lire, le chapitre 26 d'une œuvre intitulée Le Deuil. Oui, tout à fait. Et c'est une source qui nous plonge directement dans une situation psychologique assez intense. On suit un personnage, Léo, qui est en train de vivre une histoire d'amour naissante, très forte, avec une certaine Sina. Sauf que ce bonheur, il est constamment, parasité par des visions, des flashs, en fait, d'une autre histoire, celle d'un certain Stéphane, avec une femme, Céline, qui est le miroir troublant de la sienne. D'accord, donc notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter ce lien étrange. Est-ce que c'est une simple angoisse de Léo qui se projette ou est-ce que c'est autre chose? Une sorte d'avertissement? C'est ce qu'on va essayer de voir. Au départ, quand on regarde la relation entre Léo et Sina, tout a l'air presque idyllique. Il y a une alchimie évidente, une connexion très forte, mais Sina reste un peu prudente. Elle lui dit qu'il faut du temps avant de s'engager. Ce qui, en soi, est plutôt sain, non? Oui, complètement. Et c'est justement cette normalité qui rend les visions de Léo si perturbantes. Parce que chaque étape qu'il franchit avec Sina, chaque discussion, chaque lieu qu'il visite, il le voit se dérouler à l'identique entre Stéphane et Céline. Les mêmes dialogues? Les mêmes gestes, exactement. Et ça culmine avec un moment qui est vraiment un point de bascule. Le moment où Léo, par lapsus, appelle Sina Céline. Et pas qu'une fois. Ah oui, là c'est pas juste une erreur, c'est plus profond. C'est comme si la frontière entre sa vie et la vision devenait poreuse. C'est exactement ça. Ce lapsus, il n'est pas du tout anodin. C'est le signe que la barrière psychologique est en train de s'effriter. Il ne se contente plus de voir l'histoire de Stéphane. Il commence à la superposer, à la vivre. Et la peur, j'imagine, c'est de se perdre dans cette autre histoire. Voilà, de perdre sa propre identité dans ce qui est peut-être ou pas son propre futur. Et c'est là que le miroir se fissure en fait. Parce que pendant que pour Léo et Sina tout progresse bien, les visions, elles, virent au drame. Il y a eu un événement traumatisant et Céline prend ses distances. Et on voit un Stéphane complètement dévasté, qui ne comprend pas. Le texte dit qu'il souffre parce qu'elle souffle continuellement le chaud et le froid. On en revient à la citation du début. Lui, Stéphane, il ne plie pas, il est rigide dans sa douleur. Absolument, il est dans l'incompréhension, la rigidité, et c'est ça qui le mène au point de rupture, jusqu'à ce que Léo ait une vision clé. Celle qui explique tout. Précisément, il comprend enfin pourquoi Céline est si distante. Et ce n'est pas une trahison, c'est un décès. Le mot est lâché, comme ça, sans plus de détails. Et là, tout bascule. Oui, parce que l'histoire de Stéphane n'est plus une simple rupture. C'est une tragédie. Et si c'est son histoire, alors ce n'est plus un obstacle à surmonter pour Léo, mais peut-être une fatalité à affronter. Il y a une scène qui m'a vraiment marqué. C'est l'anniversaire de Léo. Sina lui a préparé une journée parfaite avec ses amis. C'est un moment de bonheur total. Et là, au milieu de la joie, il est submergé. Rattrapé par la vision de son double. Oui. Il revit la tristesse immense de Stéphane, qui lui passe son propre anniversaire seul, dans le silence, hanté par l'absence de Céline. C'est une dissonance terrible. Et c'est ça qui le pousse à agir, de manière un peu désespérée d'ailleurs. Il fait promettre à Sina que, quoi qu'il arrive, ils feront tout pour que leur couple tienne. Pour essayer d'échapper au destin qu'il entrevoit. Oui, mais c'est fascinant parce qu'en faisant ça, il refuse de plier lui aussi. Au lieu d'accepter l'incertitude, il essaye de graver leur avenir dans le marbre. C'est une autre forme de rigidité. On se retrouve donc avec un personnage qui est pris au piège. Il vit un amour qu'il sent sincère, mais il est aussi le spectateur de l'échec possible ou programmé de cette même histoire. Du coup, la question c'est, est-ce que c'est un avertissement, une chance de faire mieux, ou juste le trailer d'une fin inévitable? C'est toute l'ambiguïté du texte en fait. On est vraiment suspendu entre le libre arbitre et une forme de déterminisme. Savoir à l'avance ne garantit pas de pouvoir changer les choses. Parfois, en voulant éviter un destin, on prend justement le chemin qui mène. Ce qui nous laisse avec une pensée finale assez vertigineuse. Si on avait la possibilité de voir le futur potentiel de sa relation à travers les épreuves d'un autre,
Est-ce qu'on s'accrocherait plus fort en essayant de déjouer le sort? Ou est-ce qu'on lâcherait prise tout de suite pour s'épargner une douleur qui semble inéluctable? La question est loin d'être simple. Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez unique. Oui, C'est le récit à la première personne d'un cauchemar, mais d'une lucidité vraiment terrifiante. Notre mission, ça va être de décortiquer comment le subconscient peut en fait retourner nos propres souvenirs contre nous pour attaquer notre identité. c'est un sujet fascinant. Et ça commence fort. On est dans le noir absolu, avec juste le son d'une boîte à musique désaccordée. L'ambiance est posée. C'est clair. C'est une entrée en matière assez classique mais toujours efficace pour créer l'angoisse. Dans ce noir, le protagoniste, qui au début se présente comme Steph, Oui, il se retrouve face à quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Et c'est là que le procès psychologique commence en fait. Et quel accusateur! Le texte décrit une silhouette humanoïde, androgyne, qui se nomme mutilation. c'est un nom qui en dit long. Carrément. Et le détail le plus étrange, c'est qu'elle a deux voix superposées, une aiguë et une grave. Ça m'a marqué. C'est une excellente observation. Souvent, cette dualité vocale, ça peut représenter un conflit interne très profond. C'est-à-dire, Ça peut être la fusion de critiques passées, venues d'hommes et de femmes, ou l'incarnation d'une division en soi-même. Cette créature, c'est pas un monstre extérieur, c'est un miroir déformant de la psyché. un miroir, oui. Et d'ailleurs, elle le dit tout de suite, sans détour. Je suis ton pire cauchemar. Voilà, le ton est donné. Le conflit central, il tourne autour de la question « Qui es-tu » C'est la question fondamentale. Le protagoniste, il répond avec assurance « Je suis Léo ». Une mutilation a une répartie immédiate. Elle pointe une bague de fiançailles à son doigt. Et c'est là que tout bascule. Oui, un objet qui ne colle pas avec l'identité de Léo. Exactement. Et ce choix est tout sauf anodin. Le subconscient choisit un symbole concret, presque irréfutable, pour attaquer une identité nouvelle. Et donc fragile. Tout à fait. La bague, c'est une ancre émotionnelle qui le tire violemment vers son passé, vers Stéphane. C'est la preuve matérielle que son ancienne vie est toujours là, attachée à lui. Et l'attaque commence vraiment à ce moment-là. Mutilation va utiliser des souvenirs comme des armes. Le premier, c'est une rupture avec une femme, Amélie, et le récit insiste sur l'image de leur appartement qui se vide, objet par objet, sur plusieurs semaines. C'est d'une cruauté. De revivre ça au ralenti. C'est une technique psychologique que le rêve met en scène de façon magistrale. Le subconscient y rejoue pas juste le trauma. Il ajoute une voix, une autorité qui confirme la pire peur du rêveur. Qu'est-ce qu'elle dit ? Mutilation hurle pendant la vision. Ça ne fonctionnera jamais pour toi. C'est ce que j'appellerais de la validation négative. Le but, c'est pas de se souvenir. C'est de prouver l'échec. C'est terrible. Et après avoir attaqué son présent avec cette rupture, j'imagine que le cauchemar ne s'arrête pas là. Non, ça devient encore plus cruel. Il s'attaque maintenant aux fondations de la confiance. Le rêve enchaîne avec la trahison de la première Céline, Ah oui, qui est partie avec son meilleur ami Michael. Ce n'est pas juste une rupture, c'est une double perte. L'amour et l'amitié. Tout s'effondre en une phrase. et il y a une autre Céline après. Oui, la seconde Céline, une autre rupture, symbolisée cette fois par un tout petit détail. Un simple élastique à cheveux rouges et noirs. Pourquoi ce détail, cet élastique, ça paraît si anodin. C'est justement ça la force des cauchemars. Ils adorent les totems. Un objet banal et soudain chargé d'un poids émotionnel immense. D'accord. Cet élastique, il devient le résumé tangible de toutes les promesses brisées de cette relation. C'est plus puissant qu'un long discours. Et face à cette accumulation, le protagoniste s'effondre. Oui, le texte dit que quand Mutilation lui repose la question « Qui es-tu ?», il n'est plus capable de répondre. Il murmure juste « Je sais plus ». L'assaut a fonctionné. L'identité de Léo a été complètement démantelée par les échecs de Stéphane. Il est à genoux, brisé. Son identité nouvelle, Léo, c'était une construction pour aller de l'avant. Mais le rêve vient de lui prouver qu'elle était bâtie sur des ruines. Sans ces fondations, il n'est plus rien. Et le cauchemar atteint son paroxysme dans une violence absolue. Un autre personnage, Jules, apparaît avec un katana, et Mutilation lui ordonne de finir le travail. La mise à mort finale de son identité. C'est ça. Mais juste avant le coup, il se réveille en sursaut. Et il se rend compte que ce n'était, je cite, qu'un bad trip.
Si on prend un peu de recul, ce récit est une illustration saisissante de la façon dont le subconscient peut devenir un véritable tortionnaire. C'est le mot. Il se contente pas de nous faire peur avec des monstres. Il orchestre des scénarios qui exploitent nos vulnérabilités les plus intimes, en utilisant nos propres souvenirs comme des munitions. La confusion, les hostés, le poids des ruptures, tout est amplifié, instrumentalisé. Ce qui m'amène à une dernière pensée. Une question que la source ne pose pas directement. Si nos cauchemars peuvent simuler une attaque psychologique avec une telle précision, en sélectionnant les souvenirs les plus dévastateurs et en y ajoutant un commentaire cruel, Oui. quelle est la véritable fonction de ce théâtre intérieur ? Est-ce que c'est un simple écho défaillant du passé ou est-ce une forme d'entraînement, aussi brutal soit-il, conçu pour nous forcer à affronter et à intégrer ce que l'on refuse de voir une fois éveillé ? Sois le bienvenu dans Le pouvoir de Rez. La descente aux enfers, saison 2, d'après le roman disponible sur Amazon. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un texte assez dense que l'un de nos auditeurs nous a partagé. C'est un fragment narratif à la première personne qui mélange vraiment de tout. On a de la romance, du drame et même de l'action avec des visions très très étranges. Oui, et le vrai défi de ce texte, je pense, c'est de réussir à démêler deux histoires qui s'entremêlent, qui se répondent en miroir. On a Léo, notre narrateur, et un certain Stéphane. Et on va essayer de voir comment l'auteur utilise cette dualité pour explorer des thèmes universels. Comme le chagrin d'amour, la quête d'identité. Exactement. Alors c'est parti, on va décortiquer comment une relation peut basculer en une seule journée et comment la douleur d'un inconnu peut curieusement devenir une source de pouvoir. Le récit commence sur une note très très positive. Notre narrateur, Léo, il est sur un petit nuage. Il vient de fêter son premier mois avec Sina et la soirée est décrite comme magique. On sent vraiment cette euphorie du début de relation. Et c'est ce qui rend la chute d'autant plus brutale. Parce que le lendemain, tout s'effondre. Le meilleur ami de Sina meurt dans des circonstances tragiques, pendant une mission. Et là, la connexion entre eux, elle se brise net. Ah oui, c'est immédiat. Complètement. Sina se referme, elle devient distante, et elle répète cette phrase en boucle « Il me faut du temps ». Pour Léo, c'est le vide total, l'incompréhension. Une impuissance terrible. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'au lieu de le laisser mariner là-dedans, le texte introduit quasi immédiatement un autre personnage, Stéphane. C'est ça. Stéphane, qui apparaît à travers des visions que Léo ne contrôle absolument pas. Il les subit, et c'est là que le concept de miroir prend tout son sens. Stéphane, lui, il vit une situation parallèle, une rupture amoureuse incroyablement violente avec une femme, Céline. Et la douleur est si forte que Léo la ressent lui-même. Physiquement. Ce n'est pas juste de l'empathie, c'est viscéral. Le texte crée un lien direct entre les émotions de cet inconnu et les capacités de Léo. Par exemple, pendant un test de combat, c'est la rage de Stéphane qui permet à Léo de débloquer un niveau de puissance qu'il ne maîtrisait pas du tout. Attends, il y a même ce détail qui est complètement fou où un monstre prototype s'adresse à Léo, mais il l'appelle Stéphane. Exactement. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste dans sa tête. D'autres entités peuvent voir Stéphane à travers lui. C'est toute l'ambiguïté du texte. Est-ce que c'est une sorte de possession, une empathie poussée à l'extrême ? On ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est que le pouvoir ici ne vient pas de la maîtrise de soi, mais de la capacité à canaliser une émotion brute qui ne t'appartient même pas. D'accord, donc Léo est complètement perdu par sa propre rupture et en plus il est hanté par celle d'un autre. Mais le deuil dans ce texte, ça va plus loin que la simple romance, n'est-ce pas ? Ah oui, tout à fait. Le récit est parsemé de figures disparues, de fantômes. Il y a Vincent, Amélie, le frère de Stéphane. Et d'ailleurs, le personnage de Rachel apporte une perspective là-dessus que je trouve très touchante. La métaphore de la grande malle. C'est ça. Pour elle, les souvenirs, c'est comme une malle. Et on a le choix. Soit on se laisse écraser par son poids, soit on choisit de l'ouvrir pour y piocher les bons moments, plutôt que de se focaliser sur la perte. C'est une très belle image. Et ça éclaire peut-être la réaction de Sina, en fait. Quand elle dit « il me faut du temps », elle est peut-être juste en train de trier sa propre malle. Et Léo, de l'extérieur, ne peut rien y faire. C'est une excellente lecture, oui. Et ça nous amène à l'autre grand thème, la reconstruction.
Dans une autre vision, on découvre le parcours de Stéphane. Une vie marquée par le harcèlement au travail, les échecs et surtout la perte de son frère. C'est ce drame qui l'a poussé à tout plaquer pour se réinventer, pour devenir animateur DJ. Le traumatisme comme un catalyseur, quoi. Bon, alors, si on résume un peu où on en est. Léo est pris dans une double tempête. Sa relation avec Sina est en pause et son identité même est complètement floue à cause de cette connexion avec Stéphane. Il est perdu. Oui, on le quitte sur cette tension. Sur le plan pro, c'est une victoire. Il réussit son test pour devenir agent de terrain, en partie grâce à Stéphane, mais sur le plan personnel, c'est un Chandrine. Il est devenu plus puissant, mais en même temps beaucoup plus fragile. Et voilà la pensée qu'on voulait laisser pour la route. Ce texte, il brouille la frontière entre l'empathie et l'identité. Jusqu'à quel point nos émotions les plus profondes nous appartiennent-elles vraiment ? Et si nos luttes les plus intenses n'étaient au fond que l'écho des batailles invisibles menées par d'autres ?